Donc, merci de m'avoir invité. Alors, je suis prof à l'université Lyon 1. Voilà, je rectifie. Okay. Et je vous prie d'excuser le fait que je partirai juste après. Alors, je n'aime pas ça du tout, celui qui vient faire son show et qui s'en va. Quand je suis à votre place, j'ai l'habitude de détester ça. Mais là, vraiment, j'ai derrière une réunion que j'ai dû repousser un petit peu, d'ailleurs, pour que les collègues ont été sympathiques. Mais voilà, il va falloir que je me sauve juste après. Et c'est dommage parce que vraiment, tous les ateliers sont intéressants. Et typiquement, je faisais lundi une séance de classe inversée avec des étudiants en troisième année de licence. Et l'atelier 2, je crois, sur la motivation des étudiants m'aurait vraiment intéressé. J'aurais sans doute appris aussi, essayé d'apporter des choses à cette discussion. Alors, voilà, mon propos sera essentiellement axé sur le numérique, puisque voilà, on est à l'IMT, mais effectivement, l'innovation, ça n'est absolument pas que du numérique. Mais c'est vrai que nos amphis ressemblent de plus en plus à ça. Alors là, c'est un petit peu plus diffus. Alors, à la fois, là, on a le contexte de massification et l'invasion du numérique dans les amphis, même si c'est une image prise aux États-Unis. Et ce contexte, alors, là, c'est une idée sur la société française d'une manière générale, pas spécifiquement des étudiants, mais voilà, les Français possèdent à 80% un ordinateur, même si ça va plutôt en diminuant parce que c'est le smartphone, c'est la tablette qui remplace ça. Et d'ailleurs, de plus en plus dans les amphis, moi je le voyais aussi en TD lundi après-midi, ils regardent les phases de TD sur des smartphones. Alors moi qui suis à l'âge où les bras poussent, bon, eux, ils n'ont pas de mal pour voir. Moi, ça m'interroge un petit peu plus. Et puis, vous voyez que d'ailleurs, quel terminal est le plus souvent utilisé? De plus en plus, c'est le smartphone et la tablette. Hein, c'est surtout le smartphone qui monte et l'ordinateur a plutôt tendance à diminuer pour l'aspect surf sur Internet. Donc voilà, ça, c'est le contexte de la société, c'est le contexte de nos étudiants. Et d'ailleurs, quand on les interroge, c'est une étude qui n'est pas bien ancienne, hein, puisque c'est de 2016. Alors, ça n'était pas une étude faite en France, mais on voit que 94% des étudiants envoient des SMS pendant les cours. Okay, ça, vous l'avez sans doute constaté. Et ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est que voilà, 63% pensent qu'ils peuvent concilier assister à un enseignement et envoyer un texto. Et pourtant, la recherche nous dit exactement le contraire. Voilà une étude qui date cette fois-ci de 2013, mais qui montrait donc la capacité en fait, c'est le résultat à un examen, donc c'est le score, la compréhension, mais c'était le résultat d'un examen, entre ceux qui écoutaient seulement, hein, donc l'histogramme blanc, et puis ceux qui étaient multitask, hein, donc qui effectivement avaient surfé sur Internet, etc. Donc, et on voit qu'effectivement, il y a un déficit de résultats aux examens. Alors moi, je commence d'ailleurs tous mes cours de licence et de master en montrant aux étudiants ça. Donc certains le font 2 fois, ils le font en licence, puis l'année d'après ou 2 ans après, ils se le font en master. Ça ne change rien. Enfin, j'essaie de les sensibiliser. Pourtant, mes étudiants sont plutôt des scientifiques. Alors oui, je ne vous ai pas dit quel était mon domaine. Je ne suis pas ni expert du numérique, ni de sciences de l'éducation et de la formation. Je suis professeur de biologie moléculaire, donc ce qui a priori n'a rien à voir avec ce que je vous raconte aujourd'hui, mais ce sont quand même des étudiants qui peuvent être sensibles à une notion scientifique et dire, ben oui, effectivement, il y a des résultats d'apprentissage qui vont être moins bons. Bon. Ça n'a pas d'effet. Je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup d'effets, mais j'essaie de les sensibiliser. Mais ça, c'est d'ailleurs des choses qu'on pourrait expliquer à un étudiant en histoire de la même manière. Voilà, c'est pour peu qu'ils croient à la science, mais ça, c'est une autre question. Et autre étude, hein, on pourrait vous en montrer plein, même quel est l'effet. Je vous parlais là simplement d'un étudiant qui utilisait son smartphone pendant le cours et qui avait des résultats qui étaient différents. Dans cette étude là de 2017, en fait, on a étudié, donc c'était la capacité à résoudre des matrices selon si l'étudiant avait son smartphone posé sur le bureau, donc à gauche, mis dans son sac, dans son cartable, ou bien si le smartphone était ailleurs, dans une autre pièce. Et vous voyez que simplement le fait de penser que le smartphone, il est là, il est sur le bureau, il ne sonne pas, il ne vibre pas, il n'y a pas de message qui arrive. Mais le fait de dire, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, il est sous mes yeux, ou même il est dans mon cartable, je vais pouvoir le prendre si ça sonne, ou de dire, bah, il est ailleurs et de toute façon, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir le prendre. Vous voyez que quand on est dans une autre classe, quand le smartphone est dans une autre pièce, le résultat est bien meilleur que si le smartphone est posé sur le bureau et qui peut sonner. Donc il y a simplement le fait de dire il est là et je suis attentif à peut-être on va m'appeler, a un effet sur les résultats d'apprentissage. Mais voilà, on va venir sur le côté de changement de
de positionnement de l'enseignant, effectivement, on se retrouve face à ça. Alors, maîtresse, mais ok, ça c'est à l'école primaire, mais ça peut être au-delà. Wikipédia dit que non. Et effectivement, là, c'est le changement de posture de l'enseignant qui doit pouvoir réagir à une information où finalement, parfois, l'étudiant va devenir ponctuellement plus expert que lui. Et voilà, c'est une question de déstabilisation. Effectivement, ça, c'est un changement apporté aussi par le numérique dans nos amphis. Alors, donc, on a cette tension, finalement, entre... Ça, c'est pris un jour où j'étais allé faire une intervention à l'université de Perpignan, là où j'intervenais, juste avant, je suis arrivé un petit peu en avant, hop, j'ai pris cette photo. C'était voilà, c'était le choix, pas de portable dedans. Mais oui, mais effectivement, comme le disait François Cros, on peut avoir l'attitude inverse de dire, apportez vos équipements connectés, et puis finalement, on va s'en servir. Donc il y a cette tension, forcément, qu'a maintenant l'enseignant entre les deux. Et puis, on pourrait parler longuement, justement, de l'usage du numérique. Alors, André Tricot et Franck Amadieu en ont décrit 11, je crois, 10 ou 11 dans leur ouvrage il y a, je ne sais plus, 2-3 ans. Alors, j'en ai mis que 3, là, comme ça, et sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais parmi les mythes qu'ils ont essayé alors, soit dire, oui, celui-ci, c'est étayé, celui-ci, ça ne l'est pas. L'idée qu'on est plus motivé quand on apprend avec le numérique, non, on n'est pas plus motivé. On peut d'ailleurs être plus motivé pour apprendre tel élément avec le numérique, mais beaucoup mieux réussir un examen sous un format papier. Les choses sont complètement déconnectées et dépendent des individus. Le numérique formerait l'autonomie des apprenants. Alors ça, absolument pas. On sait finalement, et d'ailleurs le taux d'abandon dans les MOOC le montre bien, il faut une persistance beaucoup plus forte, et vous l'avez bien dit aussi, peut-on vraiment se passer du présentiel? C'est-à-dire que c'est pour ça que dans les MOOC, il y a souvent ces temps de partage, où on est par Skype, etc., où on interagit. Parce que au contraire, il faut beaucoup plus d'autonomie pour persister sur un MOOC, sur un enseignement à distance. Et puis, autre idée, mais voilà, parmi toutes celles qui étaient évoquées, on nous dit des fois les images animées permettraient de mieux apprendre. Alors, je n'ai pas mis d'illustration, mais ça, on sait que c'est faux. Par exemple, des fois, j'ai une petite vidéo sur cette présentation et je montre, par exemple, la course d'un cheval. Si je vous montre un cheval qui est en train de courir sur une plage, vous n'arriverez pas à comprendre comment court le cheval. Les différents temps de course, où il y a des moments où aucune des pattes ne touche le sol, etc. Par contre, si je vous mets à côté les petites vignettes qui vous décomposent la course du cheval, vous arriverez à comprendre comment ça se passe. Puis après, si je vous repasse la vidéo, effectivement, vous direz j'arrive à apercevoir un petit peu ça. Donc les images animées ne permettent pas forcément de mieux apprendre, de comprendre des phénomènes complexes. Mais un autre aspect du numérique, c'est bien sûr le risque aussi de fracture scientifique. Alors là, on pourrait donner plein d'exemples, mais moi, je me suis imaginé, pour reprendre des choses qui sont vraiment dans l'actualité, qui parlent des fake news. Bien sûr, alors, le réchauffement climatique n'existe pas. Vous lisez ça sur Twitter, tant que vous voulez, enfin pas que sur Twitter, mais d'ailleurs, il y a même des gens extrêmement célèbres qui tweetent régulièrement que le réchauffement climatique n'existe pas. Ce qui me fait peur, c'est pas tellement, à la limite, qu'ils l'aient tweeté, que tous ceux qui l'ont retweeté ou qui ont mis des likes dessus. Mais voilà. Alors, on se souvient aussi, la Terre est plate, l'homme n'a jamais marché sur la Lune, etc. Ça aussi, c'est le numérique qui facilite. Il y a toujours eu des fake news, mais quand même, là, le numérique le facilite beaucoup. Puis pour dernier, pour prendre un autre exemple dans mon domaine d'expertise scientifique, les vaccins tuent ou rendent autistes. D'ailleurs, il y a les mêmes personnalités extrêmement influentes, malheureusement, qui tweetent ça et qui le croient, alors qu'il n'y a jamais la moindre étude scientifique. Enfin, il y a eu une étude scientifique qui a prétendu que le vaccin rougeole, oreillon, rubéole avait un lien avec l'autisme, mais il y a eu au moins 200 papiers depuis qui ont montré que tout ça était faux. Et d'ailleurs, on sait que ce premier papier a été retiré et qu'il y avait une connivence entre un cabinet d'avocats et le principal investigateur de ce papier-là. Voilà, il n'empêche qu'il en reste, et tous les jours sur Internet, il y a des gens qui encore tweetent que les vaccins, tout ça, c'est dangereux. Alors bon, dans ce contexte-là, voilà, c'est le numérique avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, on va dire. Ok, enseignons. Alors enseignons, oui, mais derrière, voilà, c'est la question de la motivation. Encore faut-il, on essaie de faire des pédagogies actives et on vous propose de réfléchir par vous-même. Et voilà, des fois, l'étudiant, il réagit comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait depuis la maternelle, non, au-delà de la maternelle, on va dire. Mais depuis le CP, on m'installe comme ça, puis on me dit surtout, tu ne dis rien, tu lèves la main pour parler. Et effectivement, ils arrivent à l'école, dans l'enseignement supérieur, une école ou une université, puis on leur dit, mais maintenant, allons faire de la pédagogie active. Bah oui, effectivement, vu comme ça marche pas forcément.
directement. Alors, on pourrait reprendre, j'ai extrait ça d'un article de Marianne Poumet qui a essayé de récapituler des choses que probablement vous êtes très nombreux à connaître, quels sont les leviers pour améliorer l'apprentissage. On retrouve à la fois donc les théories d'alignement constructif, améliorer l'alignement pédagogique, vous l'avez un peu effleuré en disant, voilà, que veut-on faire apprendre, quels sont les objectifs d'apprentissage, quelle méthode, et derrière, jusqu'à quelle méthode d'évaluation exactement, bien sûr. Rendre l'étudiant actif pour rendre les apprentissages plus ancrés, plus profonds, plus transférables. Et puis la théorie de la motivation selon Bio, augmenter la valeur des activités aux yeux de l'étudiant, leur sentiment de compétence dans cette activité, et puis donner à l'étudiant davantage de contrôle, l'impression qu'il peut contrôler, qu'il peut orienter le travail qu'on lui donne à faire. Voilà, donc tous ces éléments qui sont des éléments clairs de motivation des étudiants, et puis voilà, introduire l'usage des TIS qui pourrait être le sixième élément qui permettrait de motiver, avec les réserves que je mets par ailleurs. Par contre, bien sûr, pour améliorer la motivation, ou changer, on va revenir sur le changement de posture de l'enseignant, finalement, c'est pourquoi enseigner selon le modèle comme ça, exactement du transmissif, alors que finalement c'est que l'apprentissage ne se fait pas comme ça. Ça ne veut pas dire que le prof est absent dans ce cadre-là, puisqu'il est bien là, le petit T, là, il est au milieu, là, par exemple, là, en ce moment, il est en train d'interagir avec un petit groupe de 3 étudiants, mais l'apprentissage, il se fait aussi par l'extérieur, on voit à droite avec un rond qui E pour l'extérieur, ou bien d'autres étudiants qui sont à distance. On voit celui qui est en haut à gauche avec le symbole Wi-Fi, qui va apprendre des choses, qui va pouvoir interagir aussi avec le groupe. L'apprentissage, il se fait comme ça. Et le numérique va permettre effectivement de favoriser, même si on peut faire ça aussi sans numérique, mais on va pouvoir donner un certain nombre d'outils qui vont favoriser peut-être ce recentrage autour de méthodes d'apprentissage qui sont plus de pair à pair. Alors, voilà une étude là, qui date de... Enfin, l'étude avait été lancée en 2016, mais qui a été publiée l'an dernier sur quelles sont les méthodes pédagogiques que l'on met en œuvre. Donc, c'est fait dans une université française qui a 1500 enseignants-chercheurs. Il y a eu 248 répondants exactement dans cette étude-là. Et on demandait, selon si c'est un cours magistral ou un enseignement de type TP et TD, quelle méthode pédagogique était mise en œuvre. Et donc, on voit des choses qui commencent à être des fois un petit peu intéressantes. Alors, bon, bien sûr, un exposé magistral, un cours magistral, ça paraît évident. Mais finalement, il n'y a que 85% des collègues qui ont répondu « Oui, je fais un exposé magistral dans ce qu'on appelle un cours magistral ». Par contre, ça peut être un peu surprenant de dire finalement, on fait un exposé magistral dans des séances de TP-TD. Est-ce que c'est vraiment la définition d'un TP-TD ? Bon. Mais on voit que de plus en plus de collègues donc dans cet établissement font réaliser des projets d'équipe au sein d'un enseignement magistral, demandent de faire présenter par les étudiants des exposés au reste du groupe, là c'est 27%, et interagissent avec les étudiants, c'est 87% au sein de ce qui est pourtant d'habitude considéré comme un exposé magistral. Alors ça c'est intéressant d'ailleurs parce que, alors je fais une petite aparté, mais il y a eu un jugement du tribunal administratif de Lyon il y a 3-4 ans sur le fait c'était une question de comptabilisation de services, si c'était du cours magistral ou si c'était du TD, parce que l'université, je ne sais plus, Lyon 2 ou Lyon 3, avait voulu dire le cours magistral, en dessous de 15, il sera compté en heures de travaux dirigés, il ne sera pas compté en cours magistral. Donc, il y a eu un jugement du tribunal administratif, l'université a perdu, mais dans les attendus du jugement du tribunal, on a dit le cours magistral, ça se définit comme quelque chose sans interaction entre le prof et l'enseignant. Vous pouvez toujours retrouver ça si vous recherchez ce jugement. Moi, ça m'a effondré de dire que voilà, le cours magistral, c'est surtout, voilà, on monte en chaire, en toge si possible, et puis la science sort de mon cerveau, enfin, j'en garde un petit peu, et elle rentre dans le cerveau des étudiants, et elle y reste surtout. C'est ça qui est magnifique. Et voilà, des tribunaux encore se basent aujourd'hui là-dessus. Et on voit que heureusement, dans les pratiques enseignantes, voilà, au moins 87% des répondants à cette enquête dans cette université française disaient que non, il y avait heureusement des interactions avec les étudiants pendant les cours magistraux. Alors, dans cette étude, elle a essayé de montrer aussi quels pouvaient être les facteurs quelle était l'influence d'utilisation de méthodes pédagogiques plutôt axées sur le numérique. Et on voyait que, donc, qui utilisait plutôt des méthodes pédagogiques
numériques, ce sont plutôt des maîtres de conférences sans HDR ou des ATER par rapport à l'autre ensemble qui étaient des maîtres de conférences plus âgés, on va dire, parce qu'ils avaient une HDR, ou des professeurs des universités. Donc finalement, ça vous nous dit, c'est plutôt les jeunes qui essayent d'innover, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, après quelques années quand même, c'est tout à fait vrai, que le fait d'enseigner en licence uniquement, par contre, diminuait plutôt le taux d'utilisation. Alors probablement pour des effets de nombre, où c'est peut-être plus facile de faire des choses interactives avec des étudiants plus âgés, et que le fait d'enseigner en TD, en TP, était plus favorable à l'utilisation de techniques numériques, là aussi pour des questions d'animation de grands groupes. Hein. Mais voilà, ça, c'était des choses qu'on ressent parfois, mais qui pour le coup maintenant sont documentées, et puis cette étude a le mérite d'être une des premières sur un grand échantillon, sur des universités française, puisqu'on a beaucoup de choses qui sont chez les collègues québécois, par exemple, mais relativement peu d'études qui sont faites sur les pratiques réelles en France. Alors, le numérique, est-ce qu'il nous pousse vers un changement de posture? Là, vous avez un changement qui est complètement extrême. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple. Ça s'appelle Wall of the World. Et là, c'est une salle qui est à Madrid, mais il y a la même qui existe aux États-Unis, où en fait, là, c'est pour de l'enseignement à distance. Mais vous voyez qu'il y a 80 écrans, je crois, face à l'enseignant. Et ce n'est pas uniquement des écrans où on voit simplement les 80 personnes qui sont à distance, mais il y a aussi des capteurs qui analysent les émotions. C'est-à-dire qu'on voit, ça s'allume en rouge, hein, concrètement, si tout le monde est en train de s'endormir. Hein. J'aimerais là avoir ça. Et effectivement, là, du coup, l'enseignant est obligé peut-être de réagir, mais pas seulement si on s'endort. S'il y a des analyses de l'émotion qui vont dire... Voilà, je ne comprends pas, enfin, des choses qui sont traduites pour dire, je ne sais pas, tu as le fait de plisser les yeux, etc. Et donc ça s'allume, et là l'enseignant peut rectifier et voilà, réexpliquer une notion, ou au contraire faire les choses ou alors faire les choses de manière un petit peu plus dynamique. Donc voilà ce que peut être un apport du numérique. Alors je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle, je pense qu'ici il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus compétents que moi dans cette enceinte, mais je voulais quand même cliquer sur le lien mes flûtes parce que je ne vois pas où est la souris, parce qu'en fait elle tac elle est pas ouais, d'accord, ouais, la souris n'est pas connectée, donc c'est clair. Je vais voir si, pour vous montrer quelques perspectives d'évolution, alors j'ai pas pu intégrer la vidéo à ma présentation, désolé, mais si j'arrive à aller, alors attendez, tac, si j'arrive pas à aller à voilà, tac, quelque chose qui a été, voilà, pour vous montrer où on peut aller, et c'est intéressant à vous montrer ça, pas pour le volet numérique, mais pour la question du positionnement de l'enseignant. C'est dommage, il y a le son. Alors voilà, dans l'exemple qui va vous être montré là, dans cette conférence, où est-ce que je peux couper le son là-dessus, parce que ça me perturbe. Donc, ce qu'essaie de nous montrer, ce sur quoi on peut réfléchir là-dessus, c'est dans les exemples qu'on va voir, quelle est la valeur ajoutée effectivement du contact humain. Donc, ce sont des innovations là, qui nous viennent d'outre-Atlantique. On va voir dans le premier exemple, c'est un vétéran. Voilà. Dans ce premier exemple, en fait, c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, qui a enregistré, il est décédé maintenant, mais qui a enregistré toute une série de réponses, d'expériences, comment il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on voit, donc c'est une image, c'est complètement une image virtuelle, on va passer derrière tout à l'heure, et on voit comment, là, dans cet exemple-là, il répond complètement, vous voyez, donc il n'est pas là, hein, c'est simplement un hologramme, comment il répond en direct, en fait, à des questions, pas du tout programmées à l'avance, hein, à des questions des étudiants. Mais comment automatiquement, en fait, ça puise en direct dans la banque de données pour répondre et réagir complètement vraiment aux interrogations des étudiants. Vous avez dans cet exemple-là, donc vous avez à gauche, c'est aussi c'est un combattant de peut-être en Irak, bon j'ai un doute, peu importe, et qui est donc interrogé par de l'autre côté une intelligence artificielle qui volontairement d'ailleurs n'a pas exactement une forme très humaine, c'est volontaire, mais qui va donc qui dialogue vraiment
avec lui, qui pose des questions, qui relance. Alors bon, là, j'ai coupé le son, donc vous ne pouvez pas être forcément très convaincu, mais on analyse, c'est les écrans que vous avez au milieu, à la fois la respiration, donc son rythme, ses émotions. On analyse aussi complètement, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce qu'il bon, y a beaucoup de lumière, mais en fait, les yeux, enfin, les écartements des yeux, toutes les expressions sont analysées. Et de l'autre côté, donc l'intelligence artificielle, en fonction de ça, réagit et exprime une forme d'empathie. Hein, et même d'hésitation, parfois dans les questions, dans la relance, etc. Donc on voit comment, là finalement, on arrive à vraiment, peut-être presque à mimer ce que pourrait faire, enfin à mimer ce que pourrait faire un être humain hein, dans sa relation avec bon, quelqu'un qui a un peu d'émotion, qui a du mal à s'exprimer, etc. Et donc comment, derrière, il y a vraiment, bah voilà, on est très proche quand même enfin, bien sûr on mime des comportements humains, mais voilà, ça, face à ça, on se dit, mais finalement, quelle va être la plus-value de l'enseignant face à des technologies comme ça qui arrivent, puisqu'on est assez proche. Bon, alors, voilà, je vais attendre. Là, j'essaie de meubler pour arriver au dernier exemple qui dure juste une seconde. Mais voilà que. Et le dernier exemple qui va être lui juste complètement. Je ne me souvenais plus que ça a duré il y a 20 secondes de trop là. Et le dernier exemple, voilà, où complètement avec des Google Glass, vous voyez, c'est dans un gymnase, hein, vous pouvez voir surgir une baleine, vraiment, complètement. Ça, c'est vraiment des technologies, ce sont des choses qui arrivent et que demain, finalement, on pourra utiliser en enseignement. Donc vraiment, dans ce contexte-là, la question hein, que je vais vous amener à vous poser, donc c'est vraiment quelle est la plus-value de l'enseignant face à toutes ces technologies. Et puis, je peux vous citer, pour finir, quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, puisque ça date de 2016, où en fait un prof de Virginia, Georgia Institute of Technology, avait 10 teaching assistants, et puis en fait, il y en a un qui était virtuel, et les étudiants n'y ont vu que du feu pendant 10 semaines, je crois. Simplement, ils s'étaient aperçus qu'ils répondaient plus vite et à toute heure du jour et de la nuit. Donc, voilà. Alors, donc nous sommes poussés, vous avez parlé d'injonction numérique, effectivement nous sommes poussés aussi par l'institution à utiliser le numérique. Je voulais juste, parce que je suis taquin et j'aime bien parler un peu d'Europe, surtout au moment où on va voter pour les élections européennes et où beaucoup nous incitent à aller voter pour pour rapporter des réponses à des questions qui ne sont pas les questions qui sont posées. Donc voilà, c'était mon petit côté militant. Mais voilà, dans la conférence, la dernière conférence de Bologne, enfin, l'avant-dernière conférence de Bologne, le communiqué de Yerevan, les 48 États membres de l'espace de Bologne se sont engagés à exploiter toutes les potentialités du numérique au service de l'innovation pédagogique. Donc, effectivement, il y a une dimension européenne, il y a une impulsion européenne pour aller vers ça. Mais je reviens au rôle d'animateur, effectivement, avec ou sans numérique. De toute façon, l'enseignant, et vous évoquiez en disant, voilà, si cet espace était aménagé différemment, on aurait des relations différentes. Et effectivement, pour vous faire rêver, voilà quelque chose, mais qui n'est pas très, très loin de nous, hein, finalement. C'est à l'université de Leeds. Voilà des amphis. Bon, ce n'est pas un très grand amphi, mais moi, je connais un amphi à l'université Laval, à Québec, où il y a 120 places, comme ça. Donc, ça commence à être un amphi raisonnable. Tout aménagé par groupe de 5 ou 6 places, où tous les étudiants, d'ailleurs, ont un écran. Donc, non seulement ils ont un équipement informatique, mais ils peuvent avoir à Laval, à Québec, ils ont vraiment des surfaces sur lesquelles ils peuvent écrire. Et bien sûr, là, ça change complètement la place de l'enseignant. Alors, pour finir, ok, tout ça, innover, c'est formidable, mais le métier d'enseignant-chercheur, c'est à peu près ça. Et encore, il n'y a pas forcément tout. Donc, quelle place pour du temps hein, et quelle reconnaissance? Alors, cette question, elle est ancienne. Alors, ça, c'est la diapo antipédagogique par excellence, bien sûr. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que ça date de 1949. C'est le rapport Lewis au MIT. Et quelque part, ça nous dit que we would of course like a faculty of men hein, uniquement, who are equally good in both fields. Both fields, c'était teaching and research. Some men are better at research, some men encore, hein, others at teaching, etc. Donc, et il nous disait dans ce rapport notamment que vraiment il y a une prévalence très forte, on est en 1949, de la recherche sur l'enseignement et que vraiment ça c'est un problème pour s'engager dans l'innovation, dans la motivation des étudiants. Donc voilà, le constat il n'est pas nouveau. Et puis, c'est un constat qui est européen, une fois de plus, hein, puisque voilà des recommandations de 2013 de la Commission européenne. Hein. Toutes les institutions devraient développer et implémenter une stratégie pour soutenir la qualité dans l'enseignement, etc. Et le staff académique, hein,
son entrée dans la carrière, la progression et la promotion devraient aussi prendre en compte les expériences d'enseignement. Et vous savez très bien que ce n'est quand même pas vraiment le cas pour l'instant, ni en Europe, ni en France. Et voilà, cette question de la qualité de l'enseignement, c'est un facteur clé de l'amélioration de l'enseignement supérieur. Et on devrait s'engager dans la formation pédagogique du personnel universitaire, un domaine qui a toujours été sous-valorisé par rapport à la recherche, toujours, hein, une communication de la Commission européenne. Donc un problème qui est largement partagé. Et toujours dans ce document, hein, l'état de la qualité de l'enseignement supérieur doit être amélioré. Ça nécessite de réaliser des avancées en développement de reconnaissance et de récompense de l'enseignement de haute qualité. Et les enseignements doivent être bien préparés et formés pour être en mesure de prendre en charge des étudiants issus de milieux divers, ayant des attentes et des besoins différents. Dans le cadre de la massification, de diversification, c'est particulièrement effectivement pertinent. Alors qu'est-ce qu'on fait en France? Alors pour l'enseignement supérieur, pour et là je reconnais, j'assume plutôt et je revendique d'être largement derrière. Depuis une modification donc, de 2017 du décret régissant les enseignants du supérieur dans les établissements dépendants de notre ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, eh bien, il y a une formation. Alors, vous voyez, on a été... vous avez dit, vous avez fait une allusion tout à l'heure, il faut former parce qu'on n'est pas formé, et alors, on n'a pas osé l'écrire dans le décret, puisqu'en fait, on a écrit une formation visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques, mais approfondir des compétences pédagogiques suppose qu'on en a eu un petit peu, mais la plupart du temps, effectivement, on n'en a pas eu, mais si on avait écrit, voilà, on est tombé face à des collègues, puisqu'il a fallu négocier beaucoup de choses, qui disaient que si on était recruté, c'est que nous étions compétents, et donc on n'allait pas quand même expliquer qu'on n'était pas compétent dans un des volets de notre métier, sauf que si on est tous recrutés, enfin dans l'enseignement supérieur en tout cas, parce qu'on est nobélisable, mais certainement pas parce qu'on est de bons enseignants, puisqu'on n'a jamais eu une formation là-dessus. J'ai une collègue canadienne qui dit qu'il y a les mêmes problèmes au Canada, hein. Des fois on dit c'est beaucoup mieux en Belgique, au Canada, etc., mais qui a tendance à dire, quand on lui dit ça sert à rien de former les enseignants puisqu'on est recruté, donc on est bon, elle dit c'est comme moi, je suis plombière. Les gens lui disent mais pourquoi tu dis ça, t'es prof à l'université de Sherbrooke? Oui, si, je prends une douche tous les matins. Donc je suis plombière, hein, un peu. C'est parce que tu as eu des cours, tu crois que tu es enseignante. Voilà, c'est exactement le même erreur de conception. Donc, parce que c'est vrai qu'effectivement, si on n'est pas formé, finalement, c'est quoi un prof? C'est juste un bon élève qui a trouvé du boulot et qui reproduit finalement ce qu'il a vu et ce qui a marché sur lui d'ailleurs. Mais peut-être on est les mauvais exemples parce que nous, on était plutôt parmi les meilleurs. On va avoir ce moment d'immodestie et on aurait réussi quel que soit le modèle pédagogique. Ouais, sauf que les étudiants qui sont de plus en plus divers, de plus en plus nombreux, non, ne réussissent pas forcément, quelle que soit la méthode pédagogique. Donc c'est pour ça que le ministère de l'Enseignement supérieur s'est vraiment lancé avec ses recommandations européennes en bruit de fond, etc., dans une formation obligatoire de tous les enseignants-chercheurs. Je vais passer rapidement parce que j'ai dépassé. Mais alors, faudrait, maintenant, deuxième volet, on forme, reconnaître. Non, reconnaître l'enseignement, je vous arrête tout de suite, c'est pas possible. On ne peut pas définir ce qu'est un enseignement de bonne qualité, ça. Et oui, parce qu'on est dans l'idée que cette affirmation que c'est possible d'évaluer les performances en matière de recherche, il y a de la bibliométrie, tout ça, des facteurs H et tout, mais c'est pas possible absolument en enseignement, sauf que si on prend une approche un peu centrée sur l'enseignant, sur son auto-évaluation, l'approche réflexive qu'il a, est-ce qu'il est dans un processus d'amélioration continue, peut-être une appropriation de ceci pour une évaluation par les pairs, avec une grille, on définirait clairement les dimensions du métier, le niveau d'exigence. C'est pas moi qui délire, voilà, des travaux qui ont montré là-dessus, probablement on peut reconnaître qu'il y a un enseignement de bonne qualité. Et sur tout un certain nombre de critères, voilà par exemple ce que je propose, sans vouloir être entre guillemets méchant dans ces évaluations, hein, mais ce que propose par exemple l'université d'Aix-Marseille, eh bien, pour toute une série de critères, l'engagement vis-à-vis des étudiants, la capacité de renouveler ses enseignements, la capacité d'avoir un côté réflexif, eh bien, on propose différents niveaux avec l'enseignant qui remplit simplement la charge qui lui a été confiée jusqu'à celui qui est vraiment va jusqu'à des actions de diffusion envers ses pairs. Donc probablement, c'est possible de juger ce qui est un bon ou mauvais enseignant. Et je voudrais juste dire aussi qu'un élément essentiel du développement de pédagogie innovante, c'est probablement dans le cadre de l'équipe
pédagogique et qu'il faudrait en France renforcer cette notion d'équipe pédagogique qui est souvent extrêmement diffuse. Autant on sait bien de quelle équipe de recherche on fait partie, autant l'équipe pédagogique, souvent, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Voilà, et pourquoi innover, pour finir? Eh bien, vous avez dit ça beaucoup, Madame Cros, c'est donner du sens aux apprentissages, c'est favoriser des apprentissages durables, c'est préparer les étudiants au monde professionnel, c'est amener les étudiants à être autonomes, à collaborer entre eux plutôt qu'à être en compétition. Et puis je voudrais rajouter, enrichir notre rôle d'enseignant-chercheur, se donner du plaisir dans ce métier, et puis j'allais dire pourquoi pas. Effectivement, innover, c'est souvent tenter, souvent ne pas réussir, mais ça ne doit pas être un frein, bien sûr.